Salut mon gang, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour préparer le bull run qui va arriver bientôt. Alors on dirait que on a un retournement long terme qui s'opère sur le marché des cryptos et nous, on veut se placer. Vous savez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va essayer de trouver des petites pépites encore comme la dernière fois, de voir comment l'écosystème de Casper fonctionne. On sait que un écosystème en constante expansion. Vous savez qu'ici on adore ce projet, on le soutient et je pense que dans le prochain bull run qui va arriver, il va avoir une place très importante. On a quelques surprises qui nous attendent et on va revenir sur le jour 3 de la Blockchain Hub Davos 2023. On a des grosses infos qui tombent et ça tombe vraiment au bon moment d'ailleurs parce que là, je pense que c'est le temps de commencer à accumuler pour les prochaines périodes haussières qui vont durer à mon avis très longtemps. On va voir des trucs qui n'ont jamais été vus dans le monde des cryptos et nous, on va essayer d'en profiter. On va garder la tête sur les épaules et essayer de tirer notre épingle du jeu. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Je voulais aller faire un petit tour sur casperstat.io et je suis tombé sur cette page. Donc restez à l'affût, un trésor caché vous attend plus loin. Donc dans 3 jours, 20 heures et 42 minutes apparemment, quelque chose va se débloquer. Donc on va aller regarder ça ensemble, hein. Je vous invite à rester attentif à ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça annonce que du bon, hein, qu'il y ait des petites nouveautés qui arrivent comme ça. On voit que l'écosystème Casper, il est vraiment toujours en construction, hein. Ça, on ne peut rien dire dessus. Depuis le temps qu'on regarde ce qui se passe, on voit que il se passe toujours des choses et c'est vraiment encourageant pour la suite. Mais perso, je trouve ça réjouissant. J'entends déjà l'argent qui tombe. King. En attendant, voilà, Casper, la blockchain dédiée aux entreprises qui a les plus gros partenariats. On va essayer de trouver des petites pépites avant tout le monde. Et on va revenir sur certaines infos aussi que je trouve cruciales pour la suite des opérations. Parce qu'il va falloir mener à bien cette mission Bahamas, le gang. Ça, j'en suis convaincu. En plus, bon, il y a beaucoup de chaînes crypto qui vont en parler bien mieux que moi. Mais vous voyez que à l'heure où je tourne la vidéo, on est en mars et on est en train de vivre des changements primordiaux pour le Bitcoin et pour le marché des cryptos, avec la chute des banques, la pression monétaire qui menace de revenir sur les marchés, inonder les marchés de liquidités et d'argent. Et nous, on va essayer d'en capter le maximum pour pouvoir faire notre petit x100 comme on le prévoit. Et donc voilà, je pense que là, il faut continuer d'accumuler. Il va nous rester quoi, 1 an jusqu'au prochain halving. Pour ceux qui ne savent pas, le halving, c'est quelque chose qui dit que tous les 4 ans, il me semble, le taux de Bitcoin qui va être relâché est divisé par 2, ce qui augmente la rarification. Et à chaque fois qu'on a eu ça, on a eu des pumps incroyables sur le marché des cryptos. Donc moi, je pense que voilà, d'ici 2024, on va y arriver, il va falloir accumuler. Et à partir de 2024, on va pouvoir, je pense, se mettre très bien. Donc trouvons sur casperecosystem.io, mon petit site écosystème préféré pour le réseau Casper. On va essayer de trouver des petites pépites. Là, on a vu passer Metacast qui va falloir rester à l'affût. Et on m'avait demandé dans les commentaires de parler un peu plus de CasperPad, un projet que j'ai pas mal suivi, qui a fait beaucoup de bêtises pour rester poli. Mais je pense qu'il y a un potentiel qui peut être intéressant, qui peut être encore caché. Il va falloir rester à l'affût. CasperPad, du coup, je vais revenir dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une des plus grosses hypes qu'il y avait eu sur Casper à un moment donné, au début du bear market. Vous voyez, on n'était pas encore sûr qu'il y allait avoir le bear market, mais ça commençait à pointer le bout de son nez. Et donc, ils ont lancé une ICO, c'est-à-dire une levée de fonds crypto. C'est là où on peut faire le plus de gains. D'ailleurs, on va en parler dans d'autres prochaines vidéos. Ils avaient dit que pour être éligible à cette ICO, il fallait stacker un certain nombre de Casper sur Casper Live. Et donc, ça avait fait beaucoup de bruit. On pensait que c'était l'équipe de Casper qui lançait leur propre launchpad, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est une équipe qui est à côté, bien sûr, qui travaille avec l'équipe Casper, hein, parce que je le rappelle, toutes les équipes de Casper sont en lien. Ils ont des calls, souvent ils réfléchissent ensemble à leur projet. Et ils sont soutenus. Mais en tout cas, ce n'est pas l'équipe cœur de Casper Lab. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien sûr, il n'y a pas d'équipe Casper, puisque c'est décentralisé. En tout cas, ce projet avait prévu de lancer leurs tokens et leurs ICO en stackant du Casper sur Casper Live. Et donc, ça avait pas foiré, mais c'était extrêmement compliqué d'y arriver. En fait, c'était pas très intuitif. C'était possible, mais voilà. Il y a beaucoup de monde qui se sont perdus en chemin, qui n'ont pas réussi à avoir des tickets pour l'ICO. Et il y a eu beaucoup de FUD. Tout le monde a dit que c'était n'importe quoi et tout. En fait, ils n'ont pas totalement tort, hein. C'est-à-dire que l'équipe, on voit que c'est des débutants. Ils viennent d'arriver sur le marché. Ils essayent de tirer leur épingle du jeu aussi, hein, en lançant des initiatives. Mais c'est normal quand on entreprend sur les marchés
c'est compliqué, encore plus sur la crypto, qui est un monde qui est vraiment nouveau en plus, hein, voilà, on ne sait pas trop comment ça marche, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Donc pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Voilà. Depuis, ils ont lancé plusieurs ICO. Là, vous en avez 2 sur cette page, mais il y en a 2 autres qui ont été lancés. Donc aujourd'hui, si vous écoutez la communauté Casperpad, bien sûr, hein, parce qu'ils sont très neufs, il n'y a pas beaucoup de communautés, les FUDers, ils disent que tous les projets ont perdu de l'argent, que c'est très mal géré, qu'on n'a pas d'informations de l'équipe, et ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on est en bear market, que la plupart des projets sont morts totalement et ont disparu de la surface de la Terre. Donc en fait, il faut savoir que dans tous les projets, il y a des FUDers. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas été mené parfaitement, mais je pense que si ils arrivent à se relever de leur centre, on pourra avoir quelque chose d'extrêmement pépite, le game. Extrêmement pépite. Donc bien sûr, je ne vous invite pas à investir dessus. Je rappelle, je ne suis pas conseiller financier du tout, du tout. Je ne suis pas économiste, je suis qu'un gars qui vous partage ce que lui fait sur le marché, ce qu'il fait sur le marché et sa stratégie. À vous de faire votre stratégie maintenant. Mais je pense que garder un œil sur Casperpad, ça peut être game changer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si ils arrivent à ressortir d'autres projets, parce qu'en fait, là, il faut savoir qu'ils ont sorti des projets. Là, vous en avez 2. The Swappery, qui est un exchange décentralisé index pour Casper, et Skybridger, qui est un pont. Donc, que des applications dont Casper a besoin. C'est un besoin vital pour Casper d'avoir des dApps. Bien sûr, il va y avoir beaucoup d'acteurs qui vont apporter ces dApps, et plus il y en a, plus ils sont sérieux, mieux ça va être pour le réseau. Donc si eux, ils s'accrochent, ils ont le maximum de chances de réussir. Voilà. 100% de chance n'existe pas, je le rappelle. Casper peut aller à zéro, on n'en sait rien du tout. Bitcoin peut aller aussi à zéro. Mais en tout cas, si Casper fonctionne et que ces projets restent, ils vont forcément être utilisés. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque Casper va être une blockchain utilisée. Donc si elle est utilisée, ces projets vont être utilisés. Bien sûr, avec le bear market, c'était pas très facile de lancer des projets, mais vraiment restez à l'affût. Ce que je vous conseillerais, moi, c'est de les suivre, par exemple, sur Twitter, sur Telegram, etc. Et dès que vous voyez que, par exemple, il y a un pump du marché de Casper ou des choses qui se passent, des news, et qu'eux, ils se réveillent, là, ça peut être un signal très, très, très fort pour peut-être encadrer des investissements. Voilà, bien sûr, vous faites votre stratégie, je le rappelle, mais c'est pas délirant d'encadrer des investissements dès que vous entendez un peu de news de leur part, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'avais cherché un peu, j'avais fait mes recherches, j'avais vu qu'en fait, il y avait 2 personnes qui tenaient ce projet. Voilà, j'avais eu les prénoms, je m'en souviens plus trop, mais c'est en fait, ils ont révélé leur visage aux équipes de Casper. Vous voyez, aux équipes de Casper, à l'écosystème, ils savent qui sont ces gens. Donc, ça réduit un peu les risques de se retrouver face à des scammers total. Bien sûr, ça peut totalement être un scam, et à mon avis, il va y en avoir des scams sur Casper. Mais ils ont beaucoup plus d'intérêt à ne pas scammer parce qu'ils sont assis sur une mine d'or, le gang. Si, en fait, moi j'avais ça dans les mains, si c'était moi qui avais créé ça, mais je serais extrêmement confiant en l'avenir. Si j'ai confiance en Casper, alors ce projet, extrêmement confiant. Donc voilà, il y avait 2 projets qu'on a vus, il y a une marketplace qui va arriver, etc. etc. Donc, vraiment, Casperpad, projet à suivre, attention aux FUDers, gardez votre calme, mais restez attentif, le gang. Et surtout, ce qui fait me dire que ce projet a un potentiel énorme, c'est qu'il faut surtout pas sous-estimer la hype que ce projet peut créer. Parce que déjà, le nom, ça s'appelle Casperpad, donc c'est un launchpad Casper. C'est extrêmement simple, et c'est pour ça aussi, je pense que tout le monde a cru que c'était l'équipe Casper, vous voyez. Et comme ils ont lancé quelque chose sur Casper Live, en fait, il fallait stacker ces jetons sur Casper Live. Vous voyez. Donc en fait, eux, ils n'ont pas essayé du tout de capter des jetons. Vous voyez ce que je veux dire? Leur launchpad, tout le marketing qu'il y a eu, toute la hype qu'il y a eu en fait, cette énergie de hype, ils l'ont redirigé vers l'écosystème Casper. Ils ont fait stacker du Casper à des gens. Donc déjà, la vision, la mentalité, elle est excellente en fait. Elle est excellente. Eux, pour que leur projet réussisse, ils se disent que Casper doit réussir. En fait. Et donc, si on part dans cette logique-là, pour moi, ce genre de projet, c'est masterclass. C'est de la pépite d'or. C'est du vibranium, le gang. Je vous le fais pas dire. Et donc, regardez ce qui s'est passé à l'époque. Voilà, on était aux 69 centimes. Et en fait, tout ce pump-là, eh ben, c'est Casperpad. Quand ils ont sorti l'info du launchpad où il fallait stacker des jetons, voilà, bim, on est arrivé jusqu'aux 19 centimes. Voilà. Donc, on a quasiment fait x3 rien qu'avec l'annonce du launchpad. Donc, imaginez que si ça se passe bien, on pourrait viser, voilà, peut-être des x10. Ne serait-ce que sur Casper en fait. Là, on parle même pas du jeton Casperpad, parce que c'est le Casper qui est monté avec les annonces de Casperpad. Et donc, vous savez comment les investisseurs lambda, vous n'êtes pas comme ça, j'espère, vous savez comment les investisseurs lambda fonctionnent. Là, il y a de la hype,
On vous dit, vous allez peut-être gagner de l'argent et tout. Tout le monde se monte le bourg. Voilà, nous on parle long terme, eux ils pensent court terme. Ça monte, tout le monde achète. Et là, quand c'est fini, les gens ils vendent. C'est les gens qui ont acheté qui vendent, hein. On revient là. Et ceux qui ont perdu de l'argent ne sont pas contents et rouspètent et disent que c'est la faute de Casper, la faute de Casper Pad, la faute de je ne sais pas qui. Tous, sauf leur faute à eux-mêmes. Et donc, on se retrouve avec du gros FUD. Mais vous, le gang, vous savez lire là-dedans, je le sais. Enfin, je l'espère. Mais je vois que dans les commentaires, vous avez beaucoup à commenter d'ailleurs. Et je vois que c'est très construit ce que vous dites. Vous avez la tête sur les épaules. Et je pense que vous savez regarder les choses comme elles se doivent. Donc, très bien. Nous, on voit ça. On prend ça avec patience et on reste attentif. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier, ceux qui donnaient de la force. Voilà, il y a pas mal de likes sur la vidéo, de commentaires. Voilà, franchement, si vous passez par là, que vous respectez, que vous aimez mon travail, lâchez le petit like. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici, on essaie de donner le meilleur et de voir au-delà des apparences pour pouvoir faire notre petit x100 à la fin du bull market. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure et ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre fidélité et merci pour votre soutien, ça fait toujours plaisir. On va essayer de donner le max le game. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi si vous êtes chaud. Voilà, nous ici on adore Casper avec un 400 millions de capitalisation boursière pour une blockchain d'infrastructure qui travaille avec les plus grosses entreprises, qui a des contacts avec CZ, qui est partenaire avec IBM, etc. Et là, voilà, on arrive sur un moment du marché où je pense qu'on va faire vraiment des rallyes haussiers. On va pas que se concentrer sur le Casper. D'ailleurs, prochaine vidéo, on va faire le top des cryptos des membres. Donc, ceux qui ont déjà dit leur crypto, on va les analyser. On va faire des analyses fondamentales. Et ceux qui veulent en savoir plus sur leur projet, dites-moi en commentaire quel est votre petit projet du cœur. On refait un petit tour sur Apoc. J'avais oublié de vous préciser quelque chose, c'est que sur leur Discord, et c'est très important en fait, j'aurais dû vous le dire, sur leur Discord, si vous vous inscrivez au Discord, je vous ai mis le lien en description, vous allez avoir des petits jeux en fait, où en fait vous venez tous les jours farmer des pièces d'or. Vous allez farmer des pièces d'or, et plus vous avez de pièces d'or, plus vous montez en grade, et ils ont annoncé il y a quelques temps déjà que en fonction de votre grade, vous alliez avoir des giveaways, des airdrops qui vont être lâchés à la communauté la plus engagée. Donc voilà, c'est gratuit. Vous allez vous inscrire au Discord, vous jouez. Voilà, moi j'ai mon petit bac de 600 000 pièces d'or. J'espère que va y avoir des airdrops. Je sais que ceux qui sont le plus haut placés dans les classements, vous voyez, vous avez looter, bandits, mercenaires, etc. Et ceux qui seront le plus haut placés, vous pourrez avoir jusqu'à des airdrops justement de NFT. Donc si vous croyez en ce projet, si vous croyez en Casper tout simplement, parce que c'est l'équipe en fait qui est très soudée, je vous invite à aller jouer à ces petits jeux. On n'est pas à l'abri d'un petit airdrop de NFT à plusieurs milliers de dollars. Hein. Franchement, sur ce genre de projet, il faut vraiment s'attendre à tout, quoi. Et les projets qui travaillent comme ça sans s'arrêter, moi j'ai confiance. Donc voilà, vous avez le lien en description, n'hésitez pas. Et nous, on va suivre ça aussi dans le futur. Minty and Dome. On avait survolé ce projet dans une précédente vidéo. On n'avait pas trop creusé. Une boîte de consulting, amélioration des relations entreprises et blockchain. Donc, ils viennent apporter des solutions pour faciliter l'adoption des blockchains. On sait que c'est vraiment le fer de lance, le fer de bataille de Casper, c'est d'apporter la blockchain aux entreprises parce qu'ils pensent que c'est vers ce secteur que vraiment l'adoption va se faire en fait. Hein. Parce que les liquidités, elles arrivent d'abord par les entreprises qui captent du coup leurs clients et qui les amènent dans le monde de la blockchain. Là où les cryptos vont le plus être utiles, où on pourra se dire que vraiment là on a percé, c'est quand les gens utiliseront de la crypto mais sans savoir vraiment ce qu'ils utiliseront de la crypto. En fait, ils le feront par nécessité parce que c'est comme ça que les innovations marcheront. Ouais. Et il y aura une interface utilisateur qui facilitera tout ça. Et donc, c'est ce qu'apporte Might and Dome. Et si j'ai bien compris, eh bien, ça va être un launchpad. Donc, on va pouvoir créer déjà nos actifs digitaux, nos applications sans avoir besoin de coder, d'être un gros développeur. Et en plus, ces applications serviront de launchpad. Du coup, j'imagine que les meilleurs seront sélectionnés et on pourra, par exemple, avoir des tickets pour participer aux ICO. Voilà, je le disais précédemment, on parlait des ICO. Ceux qui ne savent pas, c'est des Initial Coin Offer. C'est-à-dire qu'un projet va lancer son projet crypto. Tous les cryptos que vous connaissez, elles en ont eu. Voilà, à part Bitcoin évidemment. Tous les projets crypto en ont eu. C'est-à-dire que vous allez mettre par exemple 100 € dans une crypto qui n'existe pas encore, qui va être lancée. Et ça, ce genre de mécanismes ICO, en tant qu'investisseur, c'est très risqué parce que vous pouvez perdre tout votre argent. Vous investissez sur un projet qui n'existe pas en soi. Si vous arrivez à bien choisir votre projet, c'est des choses qui peuvent faire x10, x20, x100. Vous voyez, je parlais de Casper Pad. Eh bien, il y a un des projets qui a fait x14. Le pont,
au lancement, il a fait x14. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir dans les marchés haussiers. Là, on parle d'un moment où c'était un marché baissier. Si vous arrivez à bien gérer votre ICO dans un marché haussier, vous pouvez faire des x10, x10 sur x10. Et si vous en faites deux de bons, eh bien, ça vous fait le x100. Il suffit de deux de bons. Donc nous, sur la chaîne, on va beaucoup suivre les ICO. Là, c'est pas la saison. J'ai essayé d'en parler un peu sur la chaîne, mais j'ai abandonné parce que c'est très risqué et j'ai pas envie de vous apporter des risques qui valent pas forcément le coup. Donc on va attendre, mais restez à l'affût parce que c'est là qu'on va faire les plus gros profits de gang. On va se mettre Gucci. Les Bahamas ne sont pas loin, je vous le dis, moi. Donc Mind and Dome, pareil, on va suivre ça avec sérieux. Avant de passer au jour 3 de la Blockchain Hub 2023, il y a beaucoup d'infos. Il va vraiment falloir parler ensemble, les amis. Je voulais vous parler de MetaVest parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est une boîte de consulting et de stratégie d'investissement qui va se tourner vers le gaming blockchain, le gaming NFT. On sait que c'est un des narratifs qui va être prépondérant durant les prochaines années, les prochains bullruns. Et eux, ils vont du coup se placer dedans en tant que boîte d'investissement et de stratégie. Et ce que je trouvais très intéressant, voilà, ils disent oui, à MetaVest, nous nous centrons sur la blockchain, la technologie, etc. Avec des petits avions en papier très jolis. Mais ce qui va nous intéresser, c'est voir leur portfolio d'investissement. Et dans ce portfolio, nous, on va pouvoir se servir de ça pour trouver les projets qui vont pumper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout que du Casper. Il y a beaucoup de choses, il y a du bon comme du mauvais. Et moi, avec l'expérience que j'ai, que je vois ça, ça me rappelle des projets que j'ai vus, des projets que j'ai vu tenir, des projets que j'ai vu lâcher. Et en fait, en séparant le grain de livret, en triant le bon et le mauvais, je pense qu'on peut vraiment se mettre bien. Et il y en a qui veulent des calls de crypto. Et bien, je pense qu'il y a certaines, on va faire des analyses dessus pour la prochaine fois. Donc déjà, on a ici Gala Games, le géant du gaming. Vous savez que moi, j'aime beaucoup la crypto gaming. J'ai parlé de UOS, on a parlé de Veracity et de beaucoup d'autres chains comme ça. Mais Gala, pour moi, surpasse toutes celles-ci. Voilà. Bien sûr, j'enterre pas les autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cartes à jouer pour celle-ci, mais Gala Games, ils ont vraiment des partenariats incroyables. Il y a vraiment du monde derrière, des gros investisseurs, des gros travailleurs. Donc ça, c'est vraiment une crypto qu'on va analyser, que j'ai dans mon portefeuille et que je vais garder pour les prochaines années. Là, vous voyez qu'on a notre petit Casper Lab. On a Star Atlas ici. Si vous savez, on adore Star Atlas qui est sur la blockchain Solana. Oui, la blockchain Solana, une des blockchains auxquelles je crois le plus. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui flotte dessus, mais pour moi, Solana, quand ça arrive à 17 centimes, j'en ai acheté, je me suis mis très bien. J'ai pris quelques profits, mais j'ai racheté ensuite. Donc voilà, moi j'attends, ça attend dans ma ledger. Voilà, moi mes investissements long terme attendent dans ma ledger. J'espère que vous avez une ledger aussi, le gang. Hein. Il y a le lien en description si vous n'en avez pas encore. Et je ne sais pas ce que vous attendez. Vous n'avez rien compris encore à ce qu'on dit sur la chaîne. En tout cas, Solana, c'est vraiment, j'y crois. Et donc, Star Atlas, c'est vraiment un projet extrêmement risqué puisqu'on se rappelle qu'avec la chute de FTX, ils ont perdu une bonne partie de leur trésorerie. Voilà. Donc on ne sait pas s'ils vont tenir. Et pour moi, c'est ça qui peut être intéressant. C'est un pari risqué. Bien sûr, je prends mon risque. C'est ma stratégie. J'ai décidé de le prendre. Et vous décidez si vous le prenez ou pas. Mais Star Atlas, le boulot qu'ils font, on a fait des vidéos dessus. On y reviendra, mais c'est juste incroyable ce qui sort. Voilà. Ils ne s'arrêtent jamais de bosser. On a Crypto Blades aussi. Voilà, je m'y intéresse un peu moins. Solchix, CoinList. Là, on a Big Time, un autre gros projet, un des plus gros projets NFT Gaming, qui est quasiment sûr de péter en fait. Il y a une vraiment grosse communauté, il y a du gros taf. On analysera aussi. Et vous voyez, rien que en regardant un peu 2 secondes, on retombe sur des super projets qui peuvent vraiment exploser. Et je pense qu'on va prendre un peu de temps dans la prochaine vidéo pour analyser ça un peu plus en profondeur. Dogami, pareil, un des plus gros projets. Il y a Ubisoft qui est derrière Dogami. Ça, il y a beaucoup de monde qui en parle. La communauté, elle est incroyable. Et là, dans les prochains mois, j'envisage de me reprendre un bac de Dogami que j'avais vendu. Voilà, quand ça commençait à descendre un peu trop, j'ai coupé les positions trop risquées telles que Dogami. Mais c'est une market cap qui est ridicule. Hein. Je peux me tromper, il faudra vérifier, mais je pense que c'est à 20-30 millions pour un jeu comme ça. Avec Ubisoft derrière, je le rappelle. Moi, je vais rester à l'affût. Et là, je vais commencer un DCA sur Dogami. On en parlera dans la prochaine vidéo. Monkey Ball, c'était un autre jeu. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut-être va mourir. Je ne me suis pas plus renseigné depuis les chutes. Mais ça m'intéresse plus trop. Et Casta, par exemple. Voilà, Casta, gros projet. V-Launch aussi, il y a beaucoup de choses à creuser derrière. Je ne sais pas si c'est un projet mort, mais on verra. Genopets, pareil. On en parlera dans la prochaine vidéo. Enfin, vous voyez, que des bonnes choses. Donc ça fait plaisir de voir que les partenaires de Casper vraiment s'ouvrent à de nouveaux horizons et vous, je vous enjoins à faire de même. Je le rappelle,
diversifiez-vous un minimum. Ne pensez pas qu'à Casper, parce que Casper, c'est du long terme. Vous allez voir des projets pumper avant Casper. Hein. Soyez-en convaincus. Ne croyez pas que vous allez prendre Casper et vous allez faire x100 en direct. Casper, ça va être du long terme. Et il y a un potentiel incroyable, mais ça va être du long terme. Donc, essayez de vous diversifier un peu, voilà, de choisir quel montant vous allouez à quel projet. Mais ça peut être sympa de, par exemple, investir sur un de ces projets qui va peut-être pumper avant Casper et prendre un peu de profit pour mettre dans Casper. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire nos x100. En attendant, en tout cas, les ICO et les launchpads qui vont nous mettre trop bien. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo, le gars. Mes gangsters, on se retrouve pour la Blockchain Hub Davos 2023, le jour 3 où il y a beaucoup d'informations cruciales. Je le rappelle, la Blockchain Hub Davos qui se passe tous les ans, où il y a les plus gros investisseurs, les plus gros rassemblements de fonds de capitaux spéculatifs qui investissent dans les entreprises. Et là, sur la blockchain, c'est là où il y a le Forum économique mondial, où il y a les plus grands puissants du monde qui se rassemblent avec le directeur du Forum économique mondial qui est ami avec tous les présidents, le président de la Fed et Klaus Schwab, je pense qu'ils font du golf ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il y a les plus gros fonds qui se déversent sur le marché et Casper organise des forums. C'est là où on avait vu CZ la dernière fois qui intervenait et vraiment on voit qu'ils travaillent sur les narratifs qui vont arriver. Donc on explore ça ensemble, c'est en anglais, mais ceux qui ne parlent pas anglais, vous en faites pas, je vous fais la traduction. Alors on est parti. Open culture, a very timely topic. Joining us on stage is Brigitte Vezina. She's the Director of Policy and Open Culture at Creative Commons. Let's give her a very warm welcome. Donc Brigitte Vezina qui va nous parler d'un des narratifs qui me tient à cœur et on en parle souvent sur la chaîne d'ailleurs, c'est l'art, c'est la culture et comment on le transmet. Donc je trouve ça vraiment extrêmement intéressant d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Good afternoon, everyone. So I work for Creative Commons, which many of you may know. It's an organization that was founded about 20 years ago, and we're famous for our licenses that really enable open sharing of all sorts of creative content. Voilà, donc elle dit qu'elle travaille pour Creative Commons, c'est leur porte-parole aujourd'hui. C'est une entreprise apparemment qui travaille depuis 20 ans à apporter la culture et l'héritage culturel à tout le monde. But we're also a lot more than that. And I guess I'll ask you a question before I delve into the topic, which is, what do these things have in common? Climate change? Global health crises? Armed conflict, humanitarian crises? And copyright. Elle arrive et elle demande, je vais vous poser une question, qu'est-ce qui relie ces quatre choses? La crise environnementale, la crise de la santé, les conflits armés et le copywriting. C'est le droit d'auteur français. Seems like an odd bunch, right? But on different scales and with different impact, these all have a very negative impact on the sharing of culture today. They really prevent us from accessing, sharing, and using our culture. Donc vraiment, ce qui va lier ces quatre choses, c'est que c'est les quatre principaux mécanismes qui empêchent le partage de la culture dans le monde et de l'héritage culturel au plus grand nombre aujourd'hui. C'est les choses qui vont centraliser les plus gros obstacles pour le partage culturel. Think about the climate change crisis. So cultural heritage is being destroyed as I speak. Rising sea levels, fires that are triggered by changing climate patterns. Think about the COVID-19 crisis, how so many museums, libraries, archives, all sorts of cultural heritage institutions had to close their door and people could not access their own cultural heritage anymore. Voilà, donc déjà la crise environnementale qui est un des facteurs prédominants qui empêche justement le partage de cette culture. Elle dit par exemple, pensez à la crise du Covid qui découle de la crise environnementale. Tous les musées, toutes les expositions qui ont été fermées et qui ont totalement empêcher les gens d'accéder justement à l'art, que ça soit musical, pictural, que sais-je en fait. Tout l'art, tout l'héritage culturel a été bloqué, ne serait-ce que par ça. Et voilà, on voit aujourd'hui la montée des eaux, elle dit, et tous les incendies qui détruisent purement et simplement des traces culturelles, exactement. Et qui les rendent inaccessibles à jamais. And tragically, armed conflicts also are, they'll deal a huge blow on cultural heritage and sometimes, even literally. Copyright is often not thought about a serious threat to accessing cultural heritage. C'est là où voilà, elle dit un truc un peu particulier, intéressant. Elle dit voilà, les conflits armés, bien sûr, on peut facilement imaginer comment ils détruisent la culture. Des fois même c'est voulu. Et le copyright, qui est voilà le quatrième point dont elle voulait parler.
mais qui n'est pas directement préjudiciable à la culture, mais qui va la bloquer de la manière la plus efficace possible. Enfin, efficace, dans le sens où c'est efficace pour la bloquer. C'est un peu con, mais c'est un peu dommage du coup. Although it really is, copyright prevents what technology enables. Think about sharing on the internet. So many peer-to-peer sharing happened 20 years ago. Ça, c'est vraiment réel ce qu'elle dit. On voit que le copyright, en fait, sa faculté, sa fonction, en fait, c'est de garder, c'est d'empêcher l'échange de l'information. C'est d'empêcher l'échange de l'art. Alors que la philosophie de la technologie, de l'Internet, comme on l'avait vu, c'est l'échange libre. Et combien d'œuvres ont pu naître et subsister par l'Internet, par les réseaux. Donc vraiment, on voit qu'aujourd'hui, la blockchain, les technologies de réseau, c'est vraiment ce qui va apporter dans le futur cette liberté de mouvement à la culture. Et c'est quelque chose qui est primordial pour les humains. Et ça va forcément, un jour ou l'autre, arriver sur la blockchain. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ces initiatives-là sont prises par Casper, par l'équipe de Casper et leurs partenaires. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois qu'on creuse l'écosystème de Casper ou qu'on regarde les intervenants, ils nous parlent de narratifs dont on parlait déjà avant. On pensait, on disait, il faut des trucs comme ça. Et ça prend déjà des mesures. Ça fait vraiment plaisir à voir. Go think about music. What happened? Copyright prevents it. And the same thing happens with museums, libraries, archives trying to share their collections online. Copyright makes it extremely difficult. Want to digitize paintings in your collection? You might need copyright permission. You want to make it available on your website? Another type of copyright permission. You want to be able to help your users reuse that cultural heritage? Another layer of copyright. Et ouais, voilà, du coup, elle dit que ce droit d'auteur, il vient manger de la liberté créée par le réseau, créée par l'Internet, où vraiment le peer-to-peer est destiné à vraiment apporter un échange rapide, instantané et libre de l'information. À chaque fois, il y a des couches de protection du droit d'auteur, ce qui n'est plus possible, ça devient obsolète aujourd'hui. So it's a really huge challenge for institutions today to be able to open up culture and share it using the technologies that we have at our disposal. Because think of it, preservation of cultural heritage is a lot more than just storage. If you just store heritage, you might have great systems to keep it in a safe place, but it will be just frozen in time. If no one can access it, if no one can reinterpret it, build new meaning, reinterpret it, it'll disappear in people's minds. So, donc ce qu'elle ajoute, c'est que pour les institutions, pour les entreprises, pour les grosses organisations aussi gouvernementales, celle à qui incombe la responsabilité de partager cette culture, c'est un challenge aujourd'hui de pouvoir s'adapter à ces nouvelles technologies, pouvoir proposer un accès libre à la culture. Ça ne se limite pas juste à stocker cette culture, que ce soit justement, comme on disait, de l'art pictural ou des musiques ou toute autre forme de culture, du littéraire, etc. Ça se limite pas à juste le stocker dans un endroit, parce que si on le stocke, on le glace dans le temps, comme elle dit, on va juste le sortir des circuits, donc on le protège, c'est très bien, comme le font beaucoup de musées, mais si personne ne peut se réapproprier cette culture, ne peut la transformer, la prendre pour elle et faire évoluer du coup cette culture, qui n'est pas figée, eh bien elle est vouée à disparaître ou à devenir obsolète, caduque. Culture really needs to be accessed and used in order to survive, in order to evolve, in order to live its dynamic life. So copyright is, as I said, a huge barrier, and so much so that by some estimates, only 1% of all cultural heritage institutions in the world are able to share their collections openly. Ok, donc là, j'imagine qu'elle connaît ces chiffres, hein, puisqu'elle vient du coup d'une organisation qui vient de 20 ans. Il va falloir qu'on fasse des recherches dessus aussi. Mais là, on va la croire. Elle dit que les chiffres donnent 1% de tout l'héritage culturel mondial est accessible au grand public. Que ce soit ceux qui découlent de cet héritage ou ceux qui voudraient la découvrir, etc. Seulement 1% de l'héritage n'est pas glacé dans le temps, comme elle le dit. And that is mostly due to copyright. Of course, there are other barriers, but people cannot share on Wikipedia unless they have copyright permission. They cannot share on Flickr Commons. So many platforms offer the possibility to bring culture to people on a global scale, and yet copyright makes it almost impossible. I want to put this into context because copyright, of course, is only one of the factors. Actually, we asked a lot of copyright, I should say open culture experts. What are the barriers today
for museums, for libraries, for archives to put their collections out there for people to be able to use them. Donc voilà, elle explique que c'est le copyright qui protège le plus et qui garde, c'est un garde-fou à ce partage au final. Bien sûr, d'autres leviers dans le monde qui font que cette culture n'est pas partagée, mais aujourd'hui, globalement, selon elle et ses expertises, c'est le copyright qui empêche le plus ce libre-échange. Et donc, ils ont demandé à leurs experts, à ceux qui travaillent dessus, c'est leur métier, hein, quelle est la plus grosse barrière qui empêche au musée de partager au plus grand nombre. And we collected all their answers and we were able to group them into 3 big categories. Ils ont collecté toutes les réponses et ils ont pu les classer en 3 catégories. People, money, and policy. So people Les gens, l'argent et les règles. tend to be very conservative, very risk averse in the cultural heritage sector. They are, the gatekeepers. They know their collection. They can curate it. They can interpret it. Ça, c'est réel. En fait, les gens, dans le sens, ceux qui gardent l'art et la culture, ils vont avoir tendance à l'empêcher de bouger, à le protéger. Et c'est une bonne chose en un sens, parce que protéger son héritage culturel, c'est crucial. Pour pouvoir le faire évoluer, il faut d'abord qu'il soit protégé. Le problème, c'est qu'en le surprotégeant, en l'empêchant de passer de main en main, en l'empêchant d'être transformé et justement être réapproprié par les gens qui le reprennent, eh bien, on l'empêche d'évoluer. Et ça, c'est comme tous les êtres vivants, c'est comme un être vivant, la culture, ça meurt, ça dépérit. Releasing it out in the world is dangerous because, people might misuse it or, they might say bad things about it. There's a big fear of losing control over the collections. There's, like I said, museum boards are traditionally very conservative, very risk averse. The other compounding factor is money. It's very expensive to digitize, and only a few very rich institutions, or the lucky ones who can get funding, are able to digitize their collection, put them online on sustainable platforms that can really be accessed over a long period of time and keep up with evolutions in technology. There's also this fear of losing revenue. What if I give it for free out there? That means I cannot charge people for it. I'm going to lose revenue. Truth is, studies show that there is very little revenue to be made, let alone profit, from licensing out reproductions of cultural works online. And the third one was policy. And copyright was really... Donc l'argent, évidemment, ça on va pas avoir besoin de revenir beaucoup plus dessus. L'argent, évidemment, c'est une grande barrière au partage, parce que déjà ça coûte de l'argent. Il faut rémunérer les infrastructures et les gens qui travaillent pour ça. Et on fait quoi? On fait payer? Combien on fait payer? Est-ce qu'on fait beaucoup payer? Est-ce qu'on fait pas payer? Quelles sont les manières de se rémunérer? C'est déjà un problème en soi. Donc ça empêche forcément de manière mécanique le partage de cette culture. Et le troisième, les règles, entre guillemets, la policy, c'est-à-dire voilà, les choses qu'on doit adopter, la procédure, entre guillemets. Pointed at as one big barrier. It's outdated. It's unclear. Who knows what fair use is? Does it apply in my case? I don't know. Larry Lessig, the founder of Creative Commons, said, fair use is just your right to hire a lawyer. It's so unclear. We really can't tell until a court really decides for us. And also, I think that there's no positive policy framework for open culture. There is no UNESCO recommendation on open culture. It doesn't exist. There's no law that says everyone should have access to culture. There are some, but they're not very specific and they're not tied to how technology... Voilà, donc les lois, les policies, donc les règles, elles sont si peu claires aujourd'hui que ça devient extrêmement compliqué de composer avec ça quand on veut, du coup, partager cette culture. Donc aujourd'hui, on voit que même les plus grands lawyers, les avocats et ceux qui font la loi, en fait, ne savent pas vraiment, c'est toujours au cas par cas, et du coup ça alourdit la charge du traitement de ces cas, et donc c'est vraiment la troisième grande barrière pour elle. Technology enables this today. So what we do at Creative Commons, we try to address this, and we realize that if we don't, there are severe consequences. We cannot accomplish our mission of making culture accessible to all, to really increase the universal sum of knowledge. There wouldn't be any Wikipedia if Creative Commons did not exist. Donc voilà, Creative Commons, qui est leur organisation, qui se battent pour accéder à justement ce libre-échange. Et donc avec ces règles-là, donc l'argent, le conservatisme et les policies, du coup les lois, les règles, qui sont trop, comment on dit, qui sont trop rigides aujourd'hui, qui doivent évoluer et qui ne le font pas, et bien ça freine leur travail, et pour eux, c'est un enjeu crucial de l'avenir de l'humanité, en fait. Et c'est avec ça qu'ils se battent, et
Et sans Creative Commons, apparemment, on ne pourrait pas avoir de Wikipédia. Donc, j'imagine que c'est vraiment un gros acteur. Il faudra vraiment qu'on creuse ce sujet-là. Je pense qu'on le fera dans une des prochaines vidéos sur Casper. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir qu'ils prennent ça très au sérieux. Et donc, avec ces nouvelles technologies, il va falloir s'adapter. Il va falloir trouver des moyens d'utiliser ça à notre avantage sans être freiné justement par ces policies et par ce conservatisme. To any Wikipedia page today, scroll to the bottom and you will see that every single page is licensed through a Creative Commons license. Oh, la bombe qu'elle vient de lâcher. La dinguerie qu'elle vient de lâcher là, franchement. Ceux qui n'ont pas compris, elle a dit que si vous allez sur n'importe quelle page Wikipédia, vous scrollez tout en bas, elle est licenciée par Creative Commons. Donc c'est bien ce qu'on pensait. C'est pas n'importe qui. Creative Commons, c'est une grosse organisation donc qui licence toutes les pages de Wikipédia. Donc on va vraiment aller creuser ça. Et ok, donc voilà, un partenaire de poids de plus dans l'écosystème Casper. Et voilà, à la limite, franchement, à force, on est même plus étonné en fait. Hein. C'est abusé. C'est abusé. Après les gouvernements, les plus grosses entreprises du monde, on a voilà des organisations associatives, des organisations qui vraiment en plus ont un but moral qui est vraiment louable. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà, on est derrière eux et on va voir ce que ça donne. License. That is what lifts the copyright barriers and enables people to not only read it, use it for personal use, but also reuse it, share it with their friends, share it with their students or their colleagues or fellow researchers. C'est super intéressant. Voilà, s'ils mènent ces projets à bien et que la blockchain va dans ce sens et elle peut être utilisée dans ce sens, on aura une manière beaucoup plus intéressante d'enseigner et de partager la culture. Parce qu'aussi, je trouve que dans l'enseignement, aujourd'hui, on a ce problème avec l'académie qui est trop rigide. On a du mal à vraiment faire tourner cette culture qui est vraiment riche. On voit toujours les mêmes choses. En fait, si les professeurs peuvent voilà, montrer toute la culture, partager toute la culture sans barrière vraiment, que ce soit du conservatisme ou de l'argent, ou des règles, ou des lois, eh bien franchement, on va beaucoup gagner. On va beaucoup gagner, que ce soit en culture générale et en épanouissement personnel, tout simplement. Donc voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça. C'est très intéressant. Donc Brigitte Vézina, directeur des règles de l'open culture chez Creative Commons. Et on va suivre tout ça avec sérieux et avec intérêt parce que voilà, déjà au-delà de pouvoir faire des profits sur ce genre d'infos, parce que voilà, il faut suivre, il y a peut-être des projets qui vont se lancer, on va pouvoir se mettre très très bien, mais au-delà de ça, c'est une avancée culturelle de l'esprit. Et voilà, dans le gang, vous savez, ceux qui suivent le gang depuis un moment, nous, on n'est pas là que pour faire des profits sans réfléchir. On pense qu'il faut qu'on puisse voilà, prendre nous notre pouvoir personnel, notre valeur, et qu'on échange entre nous sans se faire mettre des bâtons dans les roues ou se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Il suffit que nous, on s'organise bien avec le support de la blockchain qui nous prive, en fait, il nous prive de devoir faire confiance. On peut se faire confiance, mais on n'a pas besoin de se faire confiance avec la blockchain pour travailler ensemble, puisqu'on fait tous les deux confiance à ce réseau qui va nous supporter du coup. Et ça permet vraiment d'utiliser son cerveau à son maximum au final. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense, dans le monde de la crypto. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on est là pour l'argent. On est là pour la thune. Mais franchement, est-ce que ça vous fait pas plaisir de voir ce genre de choses? D'ailleurs, si vous avez des projets crypto, ou que sais-je, ou même des initiatives qui sont pas crypto, d'ailleurs, hein, vous pouvez vraiment en parler dans les commentaires. Dites-le moi et nous, on en parlera sur la chaîne. Vraiment, on va creuser toutes ces choses. Faites vos recherches aussi, faites vos petits devoirs et envoyez-moi du lourd. Moi aussi, je veux découvrir. Attendez, parce que, le game. Moi, j'arrive tous les jours, toutes les semaines, j'arrive plusieurs fois par semaine. Moi, j'arrive plusieurs fois par semaine, je vous balance des pépites, de la bombe atomique, des projets. Vous, il va falloir que vous fassiez vos devoirs aussi. Hein. Apprenez-moi des projets. Moi aussi, je veux des super calls qui me mettent bien. Je compte sur vous. On va arrêter la vidéo là parce qu'encore, elle est longue comme d'hab, hein, mais bon, on commence à être habitué. On va écouter la suite de la blockchain hub d'Evos. Il y a vraiment des infos qui arrivent, des millions qui sont annoncés arriver sur la blockchain, des programmes de grande et pour l'exploitation des NFT et de l'art. Donc vraiment, on suit ça à fond. Je sais pas si vous êtes autant happé que moi en tout cas, je suis chaud. En plus, ça me fait plaisir que le marché reparte un peu là. Franchement, que le marché reparte à ce point-là d'un coup. On a Bitcoin qui vraiment prend son rôle de réserve de valeur pour la première fois de son existence, hein, parce que jusqu'à présent c'était lié à la bourse, c'était que de la spéculation. Et bien là non, les gens ont compris que le système bancaire allait peut-être faire faillite,
Ils commencent à comprendre que depuis les années 1950, il était voué à s'effondrer un jour ou l'autre. Eh bien écoutez, pour la première fois, Bitcoin devient une vraie réserve de valeur. Donc je pense qu'on va pouvoir surfer sur les derniers soubresauts du marché, et là on va avoir des pumps de fou. Et ensuite, il va falloir changer de stratégie, peut-être réfléchir au futur. En tout cas, on verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine fois, le top crypto des membres. N'oubliez pas, mettez votre crypto préféré dans les commentaires. Si vous êtes resté jusqu'ici, bravo. Merci n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner si vous me découvrez. Et nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent, c'est trop cool. Mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à la prochaine.